avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. L'ascension politique de Joseph Désiré Mobutu est étroitement liée à la disparition tragique de Patrice Emery Lumumba, un autre grand visage de la scène politique congolaise. Aujourd'hui, les amis, je vous propose d'explorer la République démocratique du Congo des années 60. Un pays en proie à des luttes de pouvoir, un pays en sang qui est pris en otage par les superpuissances occidentales. Nous allons voir comment, grâce à l'aide de la diplomatie américaine, mais surtout grâce à la CIA, Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu Wa Zabanga est arrivé au pouvoir. Mobutu naît le 14 octobre 1930 dans la ville de Lissala, dans la province de l'Équateur, au Congo belge, de père inconnu. La mère de Mobutu, une certaine Mama Yemo, est enceinte quand elle rencontre Albert Bemani, le père adoptif de Mobutu. Le couple se marie à l'église et 2 mois plus tard, naît Mobutu. Bemani, le père adoptif de Mobutu, travaille en tant que cuisinier pour un juge belge, M. Delcourt. La femme de M. Delcourt n'a pas d'enfant. Elle se prend d'affection pour le jeune Mobutu. Elle lui apprend à compter, à parler, à lire et à écrire en français. Madame Delcourt avait pratiquement pris Mobutu sous son aile. Elle l'invite souvent à sa table, elle fait des courses avec lui, elle le promène. À cette époque, les amis, voir une blanche, une belge qui tient par la main un petit garçon noir, qui l'amène un peu partout où elle va, c'était une image exceptionnelle. Pour que vous ayez une idée du climat social dans lequel se trouve Madame Delcourt et le jeune Mobutu, laissez-moi vous faire un petit point historique sur le Congo. Il faut d'abord remonter un siècle en arrière, dans les années 1880. C'est l'époque de la ruée de l'Europe sur le continent africain. Le roi belge, le roi Léopold II, a entendu parler d'un immense et riche territoire qui se trouve au cœur de l'Afrique. Il le convoite. C'est un territoire habité par diverses tribus africaines. On y retrouve aussi quelques missionnaires protestants et catholiques qui y sont installés depuis quelques siècles déjà. Aux yeux du monde occidental, Léopold II se pose en philanthrope. Un homme qui veut mettre fin à la traite arabo-musulmane au Congo. En 1885, les puissances occidentales lui allouent le territoire qu'il convoite. Et le 1er août de la même année, Léopold II nomme ce territoire État indépendant du Congo. Pendant près de 23 ans, il sera le seul propriétaire de ce territoire de 2 500 000 km². Il n'y mettra jamais les pieds. Afin de soumettre les populations congolaises à ses volontés, il crée la force publique, une armée coloniale composée de volontaires puis de recrues non consentantes. Un système esclavagiste naît au Congo. Les populations congolaises sont forcées au travail. Dès 1890, la demande du caoutchouc explose dans le monde entier. Pour Léopold II, c'est une aubaine. Il a besoin d'argent et les forêts du Congo regorgent de caoutchouc sauvage. L'ivoire et le caoutchouc sont exploités par les agents au service du roi, ainsi que par certaines entreprises coloniales privées. La force publique, l'armée coloniale, a recours à des pratiques inhumaines pour asservir la population. Une pratique particulièrement sinistre va se développer dans l'État indépendant du Congo, la mutilation des mains. Les atrocités commises au Congo sont révélées par des missionnaires et quelques journalistes. C'est un gros scandale dans le monde occidental.
Un gros scandale qui va contraindre le roi belge à vendre le Congo à la Belgique pour sauver son image. En 1908, le Congo devient officiellement une colonie du gouvernement belge. Il portera le nom de Congo belge. C'est donc dans ce Congo belge que naît le jeune Mobutu. Maintenant que le contexte est posé, revenons désormais à l'histoire de Mobutu. Nous sommes en 1938. Le jeune Mobutu a 8 ans. Il vient de perdre son père adoptif. Monsieur et Madame Delcourt sont retournés en Belgique 1 an plus tôt. Pour nourrir ses enfants, Maman Yemo propose ses services à des couvents. Mobutu suit un cursus scolaire chez les frères des écoles chrétiennes, des missionnaires catholiques. Le jeune Mobutu est un excellent élève, mais il est aussi un troubleur. Et c'est cette indiscipline à l'école qui le conduit à être enrôlé de force dans l'armée coloniale belge. Il a 19 ans. En 1953, il décroche son diplôme de secrétaire dactylographe comptable. Il suit cette formation en étant toujours dans l'armée. Il est 2e de sa promotion. Mobutu est vraiment brillant. Tellement brillant qu'il se découvre une passion pour le journalisme. Un métier qu'il exerce d'avril 1956 à mars 1959. À ses débuts de journaliste, il signe ses articles sous le pseudonyme de Jean de Banzi. Le ton qu'il emploie dans ses articles est le ton d'un nationaliste mesuré. Il lui arrive de dénoncer les inégalités sociales entre les Congolais et les Belges. Mais il sait aussi ne pas aller trop loin dans ses revendications pour ne pas s'attirer les foudres de l'administration coloniale belge. Car voyez-vous les amis, le Congo belge des années 50 est un Congo où règne le racisme et l'apartheid. Le Congo des années 50 est aussi ce Congo où une classe moyenne émerge chez les Noirs. Mobutu fait partie de cette classe. Une classe d'intellectuels qui va progressivement avoir accès à certains emplois. Des emplois qui n'étaient réservés qu'aux Blancs. L'administration coloniale va leur attribuer un nom, les évolués. Certains évolués vont au fil des années instaurer une vie politique au Congo belge. C'est le boom du nationalisme congolais. Un nationalisme qui est accentué par le vent des indépendances qui commence à souffler un peu partout dans les colonies occidentales en Afrique. Devenu un homme d'influence dans sa profession de journaliste, Mobutu fréquente les leaders du nationalisme congolais. C'est ainsi qu'il se lie d'amitié avec un certain Patrice Emery Lumumba. En 1958, Patrice Lumumba est directeur des brasseries du Bas-Congo. C'est un homme engagé dans la lutte pour l'indépendance du Congo. Mobutu est impressionné par le travail et les ambitions de Lumumba. Lumumba a créé un mouvement politique, le MNC, Mouvement national congolais, un parti nationaliste qui accueille les militants de diverses ethnies. Dans un premier temps, Mobutu refuse de rejoindre le MNC. En tant que journaliste, il souhaite garder sa liberté d'action et de jugement. Après quelques hésitations, il finit par adhérer au mouvement. En ce début d'année 1960, le Congo belge se prépare activement à son accession à l'indépendance. Les leaders nationalistes congolais sont à Bruxelles pour assister aux tables rondes, des conférences bilatérales visant à organiser l'indépendance de la colonie belge. Mobutu et sa famille se sont installés à Bruxelles depuis 1959. C'est en tant que représentant du MNC qu'il participe à la deuxième table ronde. Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à son indépendance. Mobutu est de retour au pays pour célébrer avec ses compatriotes. Vive la République du Congo! Patrice Lumumba est Premier ministre et ministre de la Défense. Joseph Kasavubu est le président de la République. Mobutu a été nommé secrétaire général à la présidence du Conseil. Le pays est dans l'euphorie. Mais cette euphorie sera de courte durée car le 4 juillet 1960, une violente révolte éclate au sein de la force armée congolaise, la force publique. Les soldats congolais sont mécontents.
Bien avant l'indépendance, il demandait une meilleure solde et des perspectives d'avancement. Il dénonçait la discrimination raciale qui régnait au sein de la force publique. Le soldat congolais des amis ne pouvait pas dépasser un certain grade. Il y avait des grades réservés pour les Belges. Il y avait aussi des grades qui étaient réservés aux Congolais. Et généralement, c'était les grades les plus bas. Quand le commandant de la force publique, un certain Émile Janssen, leur annonce que l'indépendance ne changera rien à leurs conditions, la mutinerie éclate. Les soldats se lancent dans des pillages et des violences à travers le pays. La Belgique choisit d'évacuer ses ressortissants restés au Congo, car les civils belges sont devenus la cible de la révolte. Afin de contenir la mutinerie, le Conseil des ministres décide d'africaniser radicalement la force publique. Des soldats congolais accèdent au poste de leurs anciens officiers belges. Tous les soldats reçoivent un avancement d'un grade. La force publique est rebaptisée ANC, Armée nationale congolaise. Mobutu, qui avait quitté l'armée congolaise depuis 1956, est nommé chef d'état-major de l'armée et colonel par Lumumba. Lumumba a besoin de lui pour remettre de l'ordre dans l'armée congolaise. Les prochains mois s'annoncent difficiles pour le Congo. Seulement 7 jours après l'éclatement de la mutinerie, un certain Moïse Tshombe, le président régional de la province du Katanga, déclare la sécession. Il veut fonder l'État du Katanga et se détacher totalement du reste du Congo. À cette époque, le Congo est composé de 6 provinces, le Katanga étant l'une de ses plus riches provinces. Patrice Lumumba réclame immédiatement le retour de la province du Katanga dans l'ensemble du Congo. Moïse Tshombe a l'appui de la Belgique et de certains officiers belges. Il jouit aussi du soutien financier de l'Union minière du Haut-Katanga, une entreprise coloniale belge qui exploite les ressources minières du Katanga. Nous avons donc là, les amis, un Congo à pleine implosion. Il y a d'une part une mutinerie qui se propage dans différentes villes du pays. D'autre part, une sécession au Katanga et aussi, ce que je ne vous ai même pas dit, c'est que Moïse Tshombe n'est pas le seul à faire sécession. Le 9 août 1960, le sud de la province du Kasaï fait aussi sécession. Cette sécession est dirigée par un certain Albert Kalondi. L'explication à ces différentes crises est simple. Le Congo a accédé à son indépendance sans au préalable avoir trouvé des solutions à ses problèmes internes. Les leaders indépendantistes ne partageaient pas une même vision politique. Lumumba voulait d'un Congo uni et non d'un État fédéré, tandis que Kasavubu et Moïse Tshombe étaient des fédéralistes. Quand il a fallu faire le choix d'une vision politique, c'est malgré eux qu'ils ont opté pour la vision de Lumumba. Les autres problèmes du Congo avant l'indépendance sont le tribalisme et la discrimination raciale. Le tribalisme avait été favorisé par les colons belges. Il était même systémique. Les colons belges constituent aussi un grave problème car ils ont en fait donné une fausse indépendance au Congo. Ils n'étaient pas prêts à abandonner leurs intérêts économiques au Congo. Bref, tous les critères étaient réunis pour que le Congo bascule dans la violence. La crise que le Congo traverse va entraîner une violente fracture au sein du leadership congolais. Le torchon brûle entre Kasavubu et Lumumba. Mobutu va entrer en scène pour neutraliser les deux leaders. Le 14 septembre 1960, il fait son premier coup d'État. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le déroulement du coup d'État en lui-même, j'aimerais vous expliquer ce qui a motivé Mobutu à faire son premier coup d'État. Ah oui, parce que ce cher Mobutu n'a pas fait qu'un coup d'État, il en a fait 2 avant de devenir le président de la RDC. Bon, retournons aux événements de juillet 1960. Il y a une mutinerie. Les soldats congolais mécontents s'en prennent aux Blancs restés au Congo, notamment les Belges. Pour protéger ses ressortissants, la Belgique décide d'intervenir militairement sur le territoire congolais sans avoir obtenu l'accord de Lumumba ni celui de Kasavubu. Ensuite, il y a la sécession du Katanga.
Moïse Tshombe à l'appui de plusieurs acteurs, notamment du gouvernement belge. Lumumba annonce la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique et menace de faire intervenir les soviétiques si les militaires belges restent sur le territoire congolais. Mais voyez-vous les amis, cette menace est très mal perçue par le monde occidental, car nous sommes en pleine guerre froide. L'appel à l'aide du gouvernement congolais à l'URSS va faire passer Lumumba pour un communiste aux yeux des politiciens occidentaux. Pourtant, il avait aussi fait appel aux États-Unis, qui lui avaient d'ailleurs refusé leur aide. Le 5 septembre 1960, un conflit naît au sein du gouvernement congolais. Kasavubu destitue Patrice Lumumba. Il accuse Lumumba de mauvaise gouvernance, de supprimer les libertés fondamentales et de prendre des décisions qui plongent le pays dans une guerre civile. En fait, Kasavubu se sentait de plus en plus menacé dans sa position de chef d'État. Lumumba prenait beaucoup trop de décisions sans le consulter. Lumumba, à son tour, destitue Kasavubu avec l'aide du Parlement. C'est l'impasse. Le Congo n'est plus gouverné. Lumumba et Kasavubu installent deux gouvernements rivaux. Au début du conflit entre Lumumba et Kasavubu, Mobutu tient une position neutre. Il refuse d'intervenir quand Lumumba lui demande d'arrêter Kasavubu. Mais bon, Mobutu ne maintient pas cette position de neutralité très longtemps. Mobutu a un plan avec la CIA, notamment avec un certain Larry Delvin. Larry Delvin est le chef de poste de la CIA à Léopoldville, la capitale du Congo. Mobutu est connu du milieu des services secrets occidentaux. Avant l'indépendance du Congo, il a été informateur des services secrets belges. À cette époque, les amis, il était courant de voir des Congolais qui collaboraient avec les services secrets belges, surtout dans le milieu des étudiants congolais qui vivaient à Bruxelles. Les étudiants fournissaient des informations clés aux services secrets belges en échange d'une bourse. Les rapports entre Patrice Lumumba et Mobutu se sont détériorés. À plusieurs reprises, les deux hommes ne se sont pas entendus sur la manière dont il fallait gérer les rébellions qui paralysaient le Congo. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Autre sujet de discorde, les soviétiques. Lumumba a fait venir les soviétiques au Congo. Mobutu n'apprécie pas la présence des soviétiques. Il est un anticommuniste. Ça tombe bien puisque la CIA veut se débarrasser des soviétiques qui sont au Congo. Lumumba constitue aussi une menace pour les Américains qui voient en lui un leader susceptible de répandre le communisme au Congo. Le plan de Mobutu et de la CIA est donc d'écarter Lumumba du pouvoir et de stopper l'expansion des soviétiques au Congo. Le 14 septembre 1960, avec l'aide de l'armée, Mobutu suspend les fonctions à la fois de Kasavubu et de Lumumba. Les deux chambres législatives sont neutralisées. Il suspend aussi les fonctions des deux gouvernements rivaux que les deux hommes avaient formés. Il souligne qu'il ne compte pas s'emparer du pouvoir, qu'il va rendre le pouvoir à un gouvernement civil composé d'universitaires en attendant que Kasavubu et Lumumba se réconcilient. Il précise que les politiciens ont jusqu'au 31 décembre 1960 pour se mettre d'accord. Bien sûr, tout ceci n'était qu'une ruse de Mobutu pour renverser le gouvernement de Lumumba. Seul Lumumba est assigné à résidence. Kasavubu est libre de circuler. Il partage avec Mobutu le même sentiment anticommuniste. Mobutu est le nouvel homme fort du Congo. Il chasse les ambassadeurs de l'URSS et de la Tchécoslovaquie du Congo.
Il installe un gouvernement de jeunes universitaires. Ces universitaires sont chargés d'administrer provisoirement le pays. La CIA a officieusement choisi les universitaires en question. Parmi ces universitaires, seule une poignée d'hommes détient réellement le pouvoir. On les appelle le groupe de Binza. Les amis, on parle beaucoup de comment la France a déstabilisé le continent africain. Mais je crois que l'on devrait s'intéresser un peu plus à la façon dont les Américains ont semé le chaos en Afrique, surtout durant la guerre froide. Vous en pensez quoi? Bref, voilà donc comment Mobutu va faire son premier coup d'État. Ce coup d'État ne le porte pas encore au pouvoir, mais personne n'est dupe. Mobutu gagne du terrain sur la scène politique. Le groupe de Binza ne prend aucune décision importante sans son approbation. C'est le deuxième coup d'État qui va officiellement le porter au pouvoir. Nous sommes en 1965. Beaucoup de choses se sont déroulées au Congo entre l'année 1960 et l'année 1965. Laissez-moi vous faire un résumé des événements sans pour autant entrer dans les détails, car la crise congolaise des années 1960 n'est pas le point focal de cette vidéo. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, le premier ministre déchu, est éliminé par ses ennemis, la CIA, des mercenaires, des officiers belges et Moïse Tshombe. Mobutu aurait pu empêcher l'élimination de Lumumba, il ne l'a pas fait. L'objectif de Mobutu et celui de la CIA avait été atteint, à savoir éliminer le plus grand visage politique du Congo. En 1965, il n'y a plus de mutinerie. Mobutu a réussi à discipliner l'armée nationale congolaise. Quant au gouvernement universitaire, il n'est plus en fonction depuis 1961. Il a été remplacé par Joseph Kasavubu et son équipe gouvernementale. Le mouvement sécessionniste organisé par Albert Kalonji a été étouffé par le gouvernement congolais. En 1963, les casques bleus de l'ONU et les Américains ont mis fin à la sécession du Katanga. Moïse Tshombe, l'instigateur de la sécession du Katanga, s'est réconcilié avec le gouvernement congolais. D'ailleurs, depuis 1964, Moïse Tshombe est désormais le premier ministre du Congo. Un premier ministre très populaire qui apparaît comme le futur vainqueur de l'élection présidentielle. Kasavubu, le président en exercice, veut briguer un nouveau mandat présidentiel. Une rivalité naît entre Kasavubu et Tshombe. Le 13 octobre 1965, Kasavubu destitue Tshombe. Il remplace Tshombe par un certain Évariste Kimba. La destitution de Moïse Tshombe et la nomination d'Évariste Kimba au poste de Premier ministre entraînent une grosse crise au sein du gouvernement congolais. Et c'est à ce moment que le lieutenant général Mobutu entre en scène. Pour la deuxième fois, il fait un coup d'État. Pourquoi fait-il son deuxième coup d'État? Larry Delvlin de la CIA et George McMurtry Godley ont incité Mobutu à agir. Au fil des années, Mobutu est devenu un personnage important sur la scène politique congolaise. Il est aussi devenu un allié privilégié de Washington. Les Américains comme les Belges s'inquiètent des conséquences de la crise politique au sein du gouvernement congolais. Les Américains s'inquiètent aussi du rapprochement de Kasavubu avec les leaders perçus par les Occidentaux comme amis du bloc de l'Est. Kasavubu est devenu l'homme à écarter du pouvoir. Le 24 novembre 1965, Mobutu prend le pouvoir. Il installera au Congo une dictature qui durera 32 ans. Les amis, c'est la fin de l'épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Cet épisode sur Mobutu est la commande personnelle d'un d'entre vous. Électricité fondamentale 2222 en a fait la demande. Électricité fondamentale, j'attends ton feedback en commentaire. Si mon travail vous a plu, je vous en prie, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo auprès de ceux qui seraient intéressés par l'histoire de Mobutu et likez la vidéo. La fin de la saga de Bokassa sera très sûrement publiée en juin. On se voit au mois de mai pour de nouvelles aventures. À la prochaine.